Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Merci, Hélène, pour cette belle présentation. Euh, Merci aussi de m'avoir invité pour faire cette communication. Je suis d'autant plus contente de la faire et de me retrouver ici que c'est la première fois que j'ai l'occasion de présenter en fait un résumé de ce que j'ai réalisé, un HDR en philosophie de l'éducation. Donc, soyez indulgents, c'est la première fois que je le présente, mais je suis vraiment contente de le partager avec vous. Il y a plusieurs façons d'investiguer l'épistémologie pratique de l'enseignant et de l'enseignante. Les notions de réflexivité, de pratique réflexive, lorsqu'on se réfère à Donald Schoen, établissent une nouvelle épistémologie de la pratique professionnelle. Et en effet, cet outil est présentement, actuellement, dans la formation pratique de l'enseignant. Il permet de reconnaître les savoirs propres à la pratique. Mais si moi j'ai choisi de la recherche pédagogique développée par le philosophe de l'éducation Michel Fabre pour faire cette investigation, c'est qu'elle appelle le pédagogue du côté de la recherche. Il l'amène à faire enquête sur sa propre posture épistémologique et à envisager des changements. J'ai donc orienté ma réflexion sur mon épistémologie pratique à partir d'éléments personnels de mon vécu pédagogique. J'ai étayé ma réflexion en m'appuyant sur la philosophie pratique de John Dewey et la pensée sur le vivant de Francesco Varela, et j'ai produit une formalisation qui a valeur de généralité. Seulement un petit mot très rapide sur Créagir, qui est une unité de recherche accréditée à l'UQAC et qui se donne pour mission de tisser des liens entre les questions philosophiques, éducatives et artistiques. Et toujours cette spirale qui me sert comme source d'inspiration, une spirale de l'être humain en formation, dès lors qu'on ne sait pas si le mouvement va du dedans à l'extérieur ou de l'extérieur au dedans, dont je m'inspire avec Gaston Bachelard sur cette image. Euh, Nous avons tous rencontré à un moment de notre vie, de notre formation, un enseignant ou une enseignante qui, pour nous, a fait la différence. Et pourtant, on aurait bien du mal à comprendre ce qui sous-tend sa pédagogie et la relation pédagogique qu'il ou elle met en place. Bien que nous sommes tous d'accord pour dire qu'un aspect essentiel de l'acte d'enseigner et de ses effets relativement heureux tient de la qualité de la relation pédagogique engagée. Oups, je suis désolée, je m'excuse, je n'étais pas supposée. Je m'excuse infiniment pour cette petite interruption de téléphone, je n'avais pas fermé mon téléphone. Donc, je reprends. Donc, on est tous d'accord pour dire que la qualité de la relation pédagogique engagée, que cette relation ne se confond ni avec l'autorité magistrale, ni avec la transposition didactique. Nous ignorons tout de l'épistémologie pratique de cet enseignant. Quelles croyances de tout ordre, scientifique, philosophique, culturel, social, humaine, sont-elles données en partage? Quels éléments de savoir plus ou moins conscients sont-ils impliqués dans la dite relation pédagogique? Quelles sont les conceptions des valeurs et des finalités éducatives de cet enseignant ou de cette enseignante? Dès lors que le positivisme prend encore beaucoup de place dans les sciences de l'éducation, il est nécessaire de souligner que la relation pédagogique ne se réduit pas à des méthodes ou des stratégies de transmission déterminées de manière scientifique. Cette présentation, donc, est
une synthèse d'un HDR en philosophie de l'éducation. Donc, depuis un fond critique du positivisme, l'enquête porte sur mon épistémologie pratique de professeur. Elle s'intéresse au caractère relationnel et profondément humain de la pédagogie, son ancrage dans un corps, dans une histoire, dans un contexte et donc dans une subjectivité. Donc, mon intention est donc de présenter tout d'abord les deux concepts en présence, c'est-à-dire l'épistémologie pratique, selon trois regards qui, à mon avis, sont complémentaires, c'est-à-dire un regard euh, phénoménologique, un regard anthropologique et académique. Ensuite, je présenterai la recherche pédagogique développée par Michel Fabre comme approche pour mettre à jour une épistémologie pratique tout en insistant sur la rigueur intellectuelle de sa démarche et la production effective de savoir. Enfin, je présenterai les résultats de ma recherche pédagogique, mon épistémologie pratique que je nommerai inactive pour ce qu'elle implique de relationnel. Nous discuterons en conclusion du rôle et de la place du corps en action dans la pédagogie. Donc, voici donc l'épistémologie pratique euh, avec une première citation que j'aimerais vous lire. Donc, l'épistémologie pratique de l'enseignant renvoie à une théorie d'action personnelle guidée par une sorte d'arrière-plan plus ou moins conscient, un système de ressources composé de pratiques, d'expériences, de perceptions, de valeurs, de croyances et d'une pluralité de savoirs implicites et explicites qui ont des conséquences directes sur son action pédagogique. Donc, sans avoir la prétention de pouvoir définir l'ensemble des savoirs pratiques et surtout de les figer dans des définitions immuables, j'ai quand même tenté une petite classification souple et modulable selon les termes d'une pratique pédagogique. Donc, concernant tout d'abord l'aspect phénoménologique et donc expérientiel. Donc, la phénoménologie pratique, telle que le propose Nathalie Depraz, porte l'accent sur la description de la genèse de phénomènes et s'inscrit en cela dans un souci exemplaire de mise en œuvre pratique. La description de l'expérience est une explicitation tout à la fois réflexive et compréhensive, productrice de savoir, et elle trouve sa validité dans l'intersubjectivité. Donc, le savoir expérientiel se réfère à la connaissance acquise par la réflexion sur l'expérience directe, la pratique personnelle, l'engagement actif dans des expériences concrètes. Par opposition au savoir théorique ou académique, le savoir d'expérience découle du fait d'avoir un corps doté de ressources internes qui s'inscrivent dans un contexte biologique, psychologique, social et culturel. Ignorer ce type de savoir ne permet pas de répondre à certaines questions, notamment pour moi les questions relationnelles au cœur de la pédagogie. Le savoir incarné défend l'idée de la cognition, que la cognition est d'abord incarnée, c'est-à-dire qu'elle prend en compte le fait que chaque individu crée du sens et se transforme en interaction avec son environnement. Le savoir incarné souligne la complexité de la production de savoir, le travail de terrain, les entretiens, l'écriture et d'autres méthodes qualitatives impliquent le corps du chercheur, sa corporéité, et jouent un rôle fondamental dans la construction des savoirs. Le savoir sensible, donc en associant le savoir au sensible, nous soulignons le fait que la dimension sensorielle est tout aussi importante et va de pair avec la dimension analytique du savoir. Le sensible est ce qui est perceptible, tangible, visible, mais aussi phénoménal. Il permet de s'orienter dans l'existence et de mettre en perspective le sens de ce qui advient ou ce qui est advenu dans notre vie.
Le sensible relève bien évidemment de la subjectivité. C'est un ensemble de relations au monde, aux autres et à nous-mêmes. Excusez-moi encore une fois. Euh, Posons maintenant un regard anthropologique sur les savoirs. Tim Ingold, un anthropologue anglais, soutient que l'anthropologie et l'éducation constituent des manières d'étudier la vie et de la mener avec les autres. Pour lui, l'anthropologie doit être poussée vers une nouvelle épistémologie, celle d'un art de la conversation qui tend vers l'ouverture et la découverte. Il rejoint en cela la pensée de Depraz qui valorise une dynamique heuristique en recherche plutôt que de figer les savoirs dans une théorie bouclée d'avance. Donc, les savoirs herméneutiques, l'herméneutique, souligne Denis Simard, euh, c'est un chercheur à l'Université Laval, veut comprendre l'existence humaine dans son rapport au monde comme interprétation, c'est-à-dire comme un échange dialogique au sein d'une langue. Interpréter, c'est s'ouvrir à des possibilités de création de sens qui transforment l'interprète. C'est du côté des savoirs herméneutiques qu'il faut chercher si nous voulons inscrire notre pratique éducative dans une perspective culturelle et tisser des liens entre les savoirs issus de la culture des humanités et de la culture scientifique. Les savoirs culturels, ce sont des informations connues à la suite de la vie quotidienne, des conversations, de l'observation de l'environnement ou de la pratique de traditions. Les savoirs culturels peuvent être méconnus par ceux qui les détiennent et peuvent être sous-estimés par ceux qui s'appuient davantage sur des raisonnements scientifiques ou académiques. Et puis, enfin, les savoirs pratiques ou pragmatiques, envisager, ah, c'est pas vrai. Je m'excuse vraiment, j'ai pas voulu mettre de casque parce que je disais, il n'y a aucun bruit chez moi, il n'y a personne, mais je vois qu'il y a un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Donc, j'en étais dans les savoirs pratiques ou pragmatiques. Envisager un problème éducatif sous l'angle pragmatique, c'est se placer du point de vue de l'action individuelle et collective. Les savoirs pratiques comportent une résistance face aux savoirs promus et utilisés par les institutions, à ces savoirs qui peuvent être appris par cœur. Nous préférons ce qui est appris par corps. Enfin, la troisième catégorie de savoirs, qui sont les savoirs académiques ou les savoirs scientifiques. Euh, la transmission des savoirs et des connaissances est au cœur des missions des institutions et des situations d'enseignement. En revanche, pour Tim Ingold, l'éducation n'est pas la transmission d'une connaissance autorisée, mais une manière d'être présent et attentif aux choses et d'ouvrir des chemins de découverte. Donc, le savoir savant nous vient de sources scientifiques, également appelées sources académiques, à comité de lecture ou évaluées par des pairs, sont rédigés par des chercheurs dans des domaines particuliers et servent à tenir les personnes intéressées par ces courants de recherche, de, de découverte et des actualités plus récentes. Ce qu'on a appelé les savoirs experts ou politiques, c'est que pour qu'un savoir savant puisse devenir un savoir à enseigner et qu'il devienne un objet d'apprentissage, il faudra qu'il subisse des transformations afin de le rendre accessible. Cette transformation exige de la part des responsables politiques et des décideurs du domaine de l'éducation qu'ils assurent la mise en place de cadres stratégiques d'apprentissage cohérents.
Ensuite, le savoir enseigné ou le savoir disciplinaire désigne un contenu spécifique, donc un savoir déclaratif comme un concept ou procédural comme un savoir-faire. L'enjeu pédagogique porte sur les connaissances de l'enseignant ou de l'enseignante qui doit réduire l'écart entre ses propres connaissances et les savoirs de référence, donc qu'il a à enseigner. Donc voilà pour l'épistémologie pratique et donc ce qu'on a essayé de faire émerger comme savoir. Je le redis, j'ai pas la prétention d'avoir dressé un tableau exhaustif de tout ce qui existe comme savoir, mais en tout cas, j'ai essayé une première catégorie pour nous aider à en parler. Maintenant, la recherche pédagogique, comme je le disais, qui a été pensée par Michel Fabre. Donc, Michel Fabre, qui est philosophe de l'éducation, donc qui a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Donc, les pédagogues chercheurs considèrent qu'ils font de la recherche à part entière, une recherche qui demande de sortir du cadre théorique pour fonder sa légitimité sur la dimension pratique. Donc, l'épistémologie est inséparable de la pratique dans laquelle elle nous engage. Connaître, c'est savoir agir sur une réalité dans une situation singulière incarnée. Enfin, la pratique est l'origine et la fin ultime de la recherche pédagogique, laquelle peut être menée dans le langage de la pratique et à l'aune de son intérêt pour celle-ci. Donc, pour Michel Fabre, l'un des enjeux les plus saillants en éducation est l'émancipation de l'enseignant ou de l'enseignante, à savoir le fait de se libérer soi-même pour sortir de sa minorité. Le philosophe de l'éducation invite les pédagogues, les formateurs, les éducateurs à problématiser, c'est-à-dire à s'emparer des problèmes qui les concernent et qui concernent leur propre pratique, sans laisser les chercheurs problématiser à leur place. Dès lors, le pédagogue devra accepter un changement de posture. Il devra adopter celle du chercheur et être en recherche avec la rigueur propre à toute recherche, c'est-à-dire formuler une problématique, expliciter les présupposés théoriques et les mettre en discussion. Brièvement, je voudrais qu'on se penche un peu sur la procédure méthodologique de la recherche pédagogique. Nous voyons ici trois niveaux d'intelligibilité, c'est-à-dire le premier, problématiser, c'est-à-dire analyser une expérience personnelle. Dans un deuxième temps, étayer sa réflexion par l'histoire des pédagogies. Et dans un troisième temps, donner lieu à une formalisation. Cette démarche de recherche engage une dynamique heuristique comme production de savoir, telle que nous l'avons vu chez Tim Ingold et Nathalie Depraz. Elle met en œuvre une pensée en acte, comme dit Deleuze. Le pédagogue deviendrait-il un philosophe de l'éducation et deleuzien, ce qui voudrait dire entrer dans une pensée en acte, se saisir d'un réel dont il faut capter les possibles et la virtualité, et être capable de le problématiser et de relancer la pensée vers l'avenir. Éviter par conséquent, c'est Deleuze qui le dit, la momification de ce qui s'apprend et se récite par cœur, et s'appuyer sur le mouvement de ce qui s'éprouve par corps. Sans jamais vouloir contester la légitimité des sciences de l'éducation et son interaction avec la pédagogie, Michel Fabre veut faire reconnaître la pédagogie comme une instance productrice de savoir. Il précise ici, quand le scientisme se dénoue dans les épistémologies de la complexité, les sciences de l'éducation apparaissent comme un lieu où les valeurs et les finalités éducatives peuvent être mises à l'épreuve des savoirs et réciproquement. Donc, on considère vraiment les deux espaces des sciences d'éducation et de la
pédagogie non seulement complémentaires, mais permettant de s'enrichir l'une l'autre. Euh, un petit modèle de la dynamique heuristique de construction de savoir. La recherche pédagogique engage donc une dynamique heuristique de production de sens et donc de savoir dans le sens de la découverte. Donc, vous le savez, l'heuristique, ça signifie la découverte. Plutôt que de rentrer dans un rapport binaire comme il en est de la recherche classique, nous entrons dans un rapport ternaire qui fait référence au mouvement, un moment dans un processus sans fin de construction de savoir. En référence à Peirce, tant en recherche qu'en pédagogie, lorsque l'expérience traverse le culturel pour devenir un savoir savant, celui-ci devient, excusez l'anglais, mais le ground d'une nouvelle expérience. Donc, on est dans une boucle ternaire et on développe ainsi de manière heuristique la construction de savoir. Jusqu'ici, ça va, on est tous dans la même... excusez-moi encore une fois pour mon histoire de téléphone, je le regrette. Voici donc maintenant ce que j'appelle l'épistémologie inactive, c'est-à-dire que c'est le fruit de ma réflexion sur ma propre épistémologie de ma pratique pédagogique. Euh, pour moi, l'épistémologie inactive, ben, pas seulement pour moi parce que j'ai des auteurs sur lesquels je me réfère, mais l'épistémologie inactive est relationnelle et elle s'invite comme une alternative à la logique positiviste institutionnelle qui a tendance à réduire la pédagogie à des méthodes prouvées scientifiquement. Elle cherche à construire des savoirs qui font sens dans des contextes d'apprentissage où le pédagogue peut aider l'apprenant à avancer, à créer, à penser, surtout lorsqu'elles sont mises en dialogue dans la reliance. Donc, par le biais d'une recherche pédagogique, j'ai retracé les fondements de ma posture épistémologique en pédagogie. J'ai étayé ma réflexion par la philosophie pratique de John Dewey et j'ai établi des résonances avec les sciences cognitives inactives présentées par Francesco Varela. Très brièvement, le paradigme de l'inaction défend l'idée que la cognition est d'abord incarnée, c'est-à-dire qu'elle prend en compte le fait que chaque individu crée du sens et se transforme en interaction avec son environnement. Cette épistémologie de la pratique pédagogique est donc relationnelle, dans la mesure où c'est le corps en action du sujet apprenant qui détermine comment il peut agir et être transformé par les éléments de son environnement. Prendre acte des effets du corps en action en situation d'apprentissage revient à considérer le sujet apprenant comme celui qui se forme lui-même en interaction avec les autres. Je parlerai un petit peu plus tard, tout de suite après, d'auto-formation relationnelle qui peut sembler être contradictoire, mais c'est bien la base de la pensée de Francesco Varela concernant l'autonomie et aussi l'autonomie n'est jamais dissociée de l'interaction avec l'environnement. Oh, je ne vais pas faire une lecture exhaustive de ce tableau. Ce sont mes résultats de réflexion et c'est les fondements de ce que j'ai pu dégager de mon épistémologie pratique. Euh, je suis enseignante et didacticienne des arts. Dans mon vocabulaire d'artiste pédagogue, j'engage une relation toute particulière avec mes apprenants.
Je favorise chez eux des expériences sensibles, réflexives, critiques, relationnelles, ancrées et contextuelles. Donc, l'interprétation des valeurs et des finalités éducatives qui sous-tendent mon action pédagogique se comprennent donc, comme je disais précédemment, autour de la notion d'auto-formation relationnelle. Juste une petite aparté, j'ai toujours pensé, j'ai commencé ma thèse en disant, on ne se forme pas nous-mêmes, on ne peut, on ne peut que on ne forme personne, on ne peut que mettre en place les conditions pour que la personne se forme elle-même. Et je pense que ça m'a habité pendant toute ma recherche depuis le doctorat et dans mes écrits plus tard. Donc, cette paradoxale et audacieuse autonomie relationnelle partagée par tous les êtres vivants, ça c'est la recherche de Francesco Varela, euh, suppose que dans tout apprentissage, qu'il soit formel ou informel, l'interaction est première. Elle fait appel à la structure interne et complexe de la personne dès lors qu'elle s'engage dans une dynamique relationnelle avec les autres. En boucle interactive, donc, je suis formée par les autres qui me forment en retour. Cette recherche pédagogique m'a permis de prendre conscience que l'auto-formation relationnelle est présente dans l'ensemble de mes travaux de recherche et mes articles et qu'elle agit sur chacune de mes actions pédagogiques. En résumé, en résumé, voici comment je pense mon épistémologie pratique aujourd'hui. Euh, donc, ce qui vaut la peine d'être enseigné, donc la valeur de l'enseignement, la valeur des apprentissages, en art aujourd'hui, puisque c'est mon domaine disciplinaire, s'inspire des courants actuels qui reconnaissent l'autonomie des systèmes vivants, c'est ce qu'on a vu précédemment avec Varela, et engage les apprenants dans une dynamique relationnelle qui tend à les réinscrire dans le mouvement de la vie. Donc, on fait ici un clin d'œil à l'anthropologie et au vivant. Et vous avez à la suite les auteurs auxquels je fais référence et que j'ai fait référence aussi dans ce texte là, sans les nommer. Voilà, donc on va peut-être ouvrir la période de discussion. Euh, je repars avec quoi? Je m'amuse à écrire cette phrase parce que c'est la question que je pose à tous mes étudiants à la fin de chacun de mes cours. Je repars avec toi, avec quoi? Je leur demande toujours de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils retiennent, euh, en quoi le cours qu'on vient de leur donner a peut-être bousculé ce qu'ils savaient déjà, ce qui était déjà là, comment ils se sont appropriés aussi certaines notions. Donc, je repars avec quoi? Notre relation au monde vivant est tellement éloignée de nos vies et de nos corps que nous ne pouvons plus voir, sentir ni écouter ces manifestations ou encore développer des formes sensibles d'éducation, d'individuation et de biographisation. Donc, ça, c'est un petit peu une idée qui a traversé un peu mes travaux. Donc, si, si vous le voulez bien, je vous pose la question et on pourrait ensemble engager la discussion sur peut-être euh, qu'est-ce que vous pensez ou comment vous vivez l'idée d'intégrer le corps en action en pédagogie?